des Panama Papers. Est-ce que vous êtes indigné par les révélations sur les circuits sombres de l'argent offshore et les implications de personnalités, y compris politiques? Écoutez, tout le monde se doutait de l'existence de ces sociétés écrans. Je crois que personne n'avait pris tout à fait conscience de l'ampleur du problème. J'avais confié, quand j'étais ministre de l'Intérieur, à Arnaud Montebourg et à Vincent Payon une mission d'étude et un rapport qu'ils m'ont remis sur les circuits de blanchiment de l'argent sale. Et par conséquent, cela les avait amenés à une tournée mondiale et à me remettre un rapport, à remettre au gouvernement un rapport qui était très intéressant. Alors, il y avait des propositions, notamment la transmission automatique des données d'État à État pour naturellement réprimer la fraude fiscale. Je me réjouis de tout ce qui va dans le sens de la transparence. Je me réjouis aussi que la justice française ait ouvert une enquête. Très vite. Plusieurs enquêtes. Le chef de l'État l'a annoncé quelques heures après les premières révélations. C'est souhaitable. Cela dit, je suis un peu circonspect. Je suis un peu circonspect sur l'origine de ces fuites massives. 11,5 millions de documents, ce n'est pas à la portée d'un vulgaire hacker. Il faut que des services spécialisés se soient mis au travail. Vous parlez de services spécialisés. Bah tiens, un peu comme le Kremlin, puisque je vais vous donner la réaction hier du Kremlin à propos de Poutine, qui est mis en cause du moins à travers son entourage. Écoutez, voilà ce qu'on dit au Kremlin, parce que je trouve des similitudes. Vous avez là des rapprochements, mais très, très rapides. Et voilà ce qu'ils ont dit au Kremlin hier. Nous connaissons bien cette soi-disant communauté journalistique. Il y a parmi eux de nombreux journalistes dont le journalisme n'est pas l'activité principale. Beaucoup sont d'anciens employés du département d'État, de la CIA, d'autres services secrets. Alors vous aussi, vous évoquez des services. Moi, je n'ai pas désigné le service qui est à l'origine. Je vous ai dit que probablement, ça n'était pas à la portée d'un vulgaire hacker. Et je répète mon propos, qu'il fallait des services spécialisés pour opérer la collecte de données qui pourraient remplir 700 fois la Bible. Oui, c'est un... Mais quand on vous dit que c'est un consortium de journaux internationaux, plus d'une centaine, cela fait des forces. Distinguons. Il y a les données qui leur sont transmises, puis il y a le travail que font ces journalistes, à partir quand même d'une certaine sélection des cibles, car il faut des mots-clés pour faire travailler les ordinateurs et puis procéder à un certain nombre de regroupements. Est-ce que vous êtes étonné de l'absence, par exemple, d'Américains dans la liste des personnalités qui est publiée? C'est une question qu'on ne peut que se poser. Vous vous la posez? Oui, puisqu'on sait que tous les parlementaires français et tous les parlementaires européens ont fait l'objet d'une enquête pointue à partir de leur nom. Bon, vous tranchez dans votre position, Jean-Pierre Chevènement, parce qu'il y a quand même une indignation générale. On vous l'entend, on l'entend pas tellement. Mais je suis aussi indigné. Et on défend que tous les indignados. Oui, comme tous les indignés. Je suis aussi indigné. Vous êtes indigné. Mais il y a très longtemps que je suis indigné. Parce que je sais, à la différence de beaucoup qui semblent le découvrir, que c'est comme cela que ça marche. Et que, en effet, les gens qui disposent des moyens financiers colossaux que nous savons, 1% de la planète détient une fortune comparable aux 99% restants, eh bien, on sait que naturellement, ils se cachent. Pour vivre heureux, vivons cachés, ce n'est pas une découverte. Bien sûr. C'était un axiome d'un industriel français. Vous évoquez le rôle de certains services, alors que certains, dans cette affaire, et d'ailleurs la plupart des gens, défendent le rôle des lanceurs d'alerte. Vous êtes sceptique là, sur cette notion-là. Vous n'êtes pas un lanceur d'alerte par hasard. Je dirais, pour pouvoir lancer une alerte, il faut avoir accès à des données extrêmement vastes. Alors ça sert qui, alors, selon vous, si je suis votre réflexion? Mais vous savez, j'ai regardé attentivement ce qui était dit dans les colonnes du journal Le Monde. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'approximations. On nous parle d'une station de ski avec 7 pistes à 1 heure de route de Saint-Pétersbourg. Alors moi, je connais un peu la Russie, effectivement, puisque j'ai une mission sur ce pays. C'est très plat, vous savez, autour de Saint-Pétersbourg. Je ne vois pas où peut être cette station de ski. J'ajoute que ce sont des proches. Ce n'est pas les dirigeants qui sont nommément mis en cause. Ce sont des proches. Quel lien
On peut les supposer. On Oui. ne découvre pas que l'URSS a disparu, que la Russie est un pays capitaliste, que les gens qui sont désignés comme étant les oligarques, la nouvelle bourgeoisie, ce sont des gens qui ont fait main basse sur les richesses qui étaient celles de l'Union soviétique jadis. Donc voilà, on ne tombe pas quand même, on ne fait pas comme si on tombait du ciel. La République est-elle en danger, selon vous, face à la montée du salafisme qui est en train de remporter une victoire, selon Manuel Valls? Alors, il faut toujours être très précis dans ces domaines. D'abord, notre ennemi, c'est le terrorisme djihadiste. Le salafisme, c'est une certaine lecture du Coran et des textes sacrés, une lecture littéraliste. C'est une lecture telle qu'on pouvait l'opérer au 7e siècle, au moment de l'hégire. Et par conséquent, cette lecture était peut-être concevable dans le haut Moyen-Âge, mais aujourd'hui ne l'est pas, car il ne faut pas oublier que dans le Coran aussi, il y a l'appel 44 fois à la raison naturelle. Il y a l'appel à s'approprier le savoir en allant jusqu'en Chine, c'est-à-dire aux extrémités du monde connu à l'époque. Donc, le Coran peut être lu dans un esprit tout à fait différent. Et je pense que le salafisme n'est pas non plus le djihadisme. Il y a un salafisme qui est dit quiétiste. Mais on sait d'expérience que le salafisme peut aussi générer des mouvements djihadistes, potentiellement terroristes. Et ce que dit Manuel Valls est tout à fait juste s'agissant de l'implantation de réseaux salafistes, de mosquées salafistes. J'ai entendu 1%, c'est un peu plus. À ma connaissance, c'est peut-être plus près de 10%. 10%. On parle d'une centaine de mosquées salafistes, et de son influence, on l'a entendu, notamment sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui vous choque le plus aujourd'hui dans certaines revendications ou provocations? De provocations que vous pouvez regarder autour de vous en ce qui concerne, par exemple, de la laïcité, qui est un combat qui vous est cher, Jean-Pierre Chevènement. Oui, alors je pense que la laïcité est mal comprise. Elle est souvent défigurée. Elle n'est pas tournée contre la religion. Elle distingue simplement l'espace de la religion qui appartient à chacun et l'espace public, l'espace commun, où les citoyens doivent débattre, c'est le débat républicain, où ils doivent se déterminer sur ce qu'est l'intérêt général. Et ils doivent le faire à la lumière de la raison naturelle, qui, je le rappelle, est mentionnée 44 fois par le prophète, selon Jacques Berck, dans la traduction qu'il a donnée du Coran. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les adversaires de la laïcité retrouvent de la voix et un certain écho dans notre pays? Mais je pense qu'il y a une grande incompréhension, en France même, de la part de certains de nos concitoyens, de ce que signifie la laïcité. La laïcité, c'est une exigence de dépassement. Ça veut dire qu'on cherche en soi-même les arguments qui peuvent convaincre l'autre. On ne cherche pas à imposer sa croyance. Et par conséquent, pour les musulmans, ça demande un effort. Oui. Vous leur redemandez de faire cet effort aujourd'hui. Je pense que cet effort, il a fallu le demander aux catholiques, aux juifs, aux protestants. Il faut le demander aussi aux musulmans. Cela veut dire que dans l'espace public, on ne s'affirme pas par, je dirais, des codes vestimentaires, capillaires, ou par des affirmations religieuses dont chacun est libre de les accepter pour ce qui le concerne. Mais ça n'a rien à voir dans le débat public. François Hollande est le président légitime de tous les Français, puisqu'il a été élu pour 5 ans. Donc je suis légitimiste, il faut qu'il aille au terme de son mandat. Faut-il qu'il se représente? Et en 2017, oui. C'est à lui de le dire. Il a laissé entendre que peut-être il ne se représenterait pas, s'il ne parvenait pas à inverser la courbe du chômage. Mais en même temps, plus généralement, on le voit prendre des initiatives, comme par exemple la loi El Khomri, qui ne vont pas dans le sens de sa réélection s'il la souhaitait. Donc on peut penser qu'il a une certaine distance à l'égard de cet événement qui est maintenant à l'horizon. Alors, si ce n'est pas... Et comme s'il se sacrifiait, en quelque sorte, et je vous suis. Mais écoutez, on n'a pas de raison de faire un procès d'intention à François Hollande. Il est sincère, c'est un disciple de Jacques Delors. Il croit aux choix qui ont été faits il y a une trentaine d'années. Il persévère dans ses choix. Il accepte finalement
quelque chose qui est assez dur, c'est-à-dire une discipline budgétaire, ou bien des lois de flexibilité comme la loi El Khomri, qui lui sont plus ou moins dictées par la Commission européenne. Sur quelle promesse pourrait-il l'emporter en 2017 dans ce cas-là? Eh bien, aujourd'hui, je ne le vois pas. Alors qu'on lui reproche beaucoup de ne pas avoir tenu les promesses qu'il avait faites en 2012. Parce qu'il voulait être cohérent avec ce qui était ses choix profonds. Mais ses choix profonds n'étaient pas cohérents avec le discours qu'il a prononcé au Bourget. La gauche part extrêmement dispersée déjà à l'heure actuelle pour l'élection présidentielle. Est-ce que, après le souvenir notamment de 2002 de Lionel Jospin, qui était donc arrivé troisième à l'issue du premier tour à la présidentielle, vous ne pensez pas qu'il y a un risque, qu'il y a notamment un risque Front National? Mais les raisons pour lesquelles ça pourrait se produire aujourd'hui sont les mêmes pour lesquelles cela s'est produit en 2002, mais aggravées. Parce que Le Pen, on le voyait venir depuis 1983-84. Ça n'a pas été une découverte en 2002. Ceux qui ont fait semblant de se réveiller à l'époque se sont aussitôt réendormis. Et je dirais que François Hollande était quand même premier secrétaire du Parti socialiste. Il l'a conservé, je dirais, dans une situation totalement immobile. En 2005, le Parti socialiste s'est présenté pour le traité constitutionnel européen. Il a été battu dans les urnes, 45%. Ça n'a pas empêché le traité de Lisbonne, 3 ans plus tard, qui a été adopté par le Congrès à la majorité des 3/5, avec l'accord du Parti socialiste, à l'époque dirigé par François Hollande, et du président de la République, qui était à ce moment-là Nicolas Sarkozy. Donc il n'y a pas de risque de dispersion pour vous? Nous verrons bien la décision que prendra François Hollande. Moi, je lui reconnais la liberté de décider. Et je ne pense pas qu'il doive se soumettre, s'il décide d'être à nouveau candidat, à des primaires. Je ne comprends même pas comment un président de la République en exercice pourrait se soumettre à des primaires. Alors, évidemment, les primaires, ça demande que le Parti socialiste modifie ses statuts. Alors, à titre personnel, Daniel Cohn-Bendit juge aujourd'hui que ces primaires de la gauche et des écologistes, qui l'avaient lancé, on s'en souvient, avec d'autres, ne sont plus possibles. Mais c'est une girouette. C'est une girouette. Ça a l'air de vous surprendre. Non, je vous écoute. Daniel Cohn-Bendit, il y a 3 mois, était pour des primaires. Aujourd'hui, il est contre. À quoi cela ressemble? Il faut avoir quand même une certaine continuité dans la vie politique. Il explique qu'au bout de 3 mois... Il explique les conditions ne... Et voilà ce qu'il dit. Dans Le Monde de ce soir, Jean-Pierre Chevènement, je vais vous situer... Ce n'est pas la Bible. Je vais vous Passons à des choses sérieuses. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous citer la girouette, puisque vous l'appelez comme ça. Daniel Cohn-Bendit, après avoir lancé donc l'appel pour la primaire, il voulait sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons. Il dit aujourd'hui, donc, ça n'est plus possible, c'est mon intime conviction. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est favorable à une candidature de Nicolas Hulot. Oui, mais c'est une nouvelle lubie. Je dirais que c'est un amuseur. Et je reconnais que c'est un amuseur de talent. Mais traitez-le pour tel. Est-ce que l'accord signé entre la Turquie et l'Union européenne est-il un bon accord? Il a été négocié par Mme Merkel. Le Conseil européen l'a entériné. C'est la loi du consensus, c'est-à-dire que très souvent, l'Allemagne prend des décisions pour le compte des autres. Elle est en position décisionnaire en Europe. Et si c'était pour le bien de l'Europe? Mais est-ce que cet accord est applicable? Il est appliqué est-il même... depuis ce matin. Il est appliqué pour 200 migrants. Il faudrait qu'ils appliquent pour... Et la Grèce demande une pause ce soir. Bien davantage, alors je ne sais pas. Moi, je mets en doute sa faisabilité et sa conformité au droit international. C'est ce que vient de dire M. Billou. Je m'interroge, mais en même temps, je pense qu'il faut négocier avec la Turquie. La Turquie est un grand pays. Naturellement, nous devons tenir compte de la Turquie. Mais s'agissant de la Syrie, je rappelle quand même que la Turquie a abrité dès 2011 l'armée syrienne libre. C'est-à-dire qu'au conflit entre le gouvernement de Damas et son opposition, c'est surajouté, c'est surimposé. On va revenir sur la Syrie dans un instant. Conflit par procuration. Restons un petit peu sur la Turquie. Est-ce que vous estimez que c'est un pays sûr pour les réfugiés? Je suis en train de vous expliquer qu'il est partie prenante du conflit syrien. Donc vous dites non. Donc, est-ce que c'est un pays sûr? On voit que malgré tout, il est exposé à un certain nombre de chocs, d'attentats, etc. Qu'il est divisé depuis que les négociations avec le PKK, c'est-à-dire avec les Kurdes, ont été rompues. Alors par qui? Par M. Erdogan, par les Kurdes eux-mêmes, c'est à voir. Mais disons que c'est quand même un pays développé maintenant, un pays qui a les caractéristiques d'un pays relativement sûr si on le compare à beaucoup d'autres. Évidemment, il est moins sûr que parce qu'on n'ose plus dire la France.
hein, mais parce que la France n'est plus tellement un pays sûr pour ses concitoyens. Ah oui. Vous pensez que la France n'est plus un pays sûr? Pour ses concitoyens, Ouais. bah écoutez, un pays qui est exposé à des attentats à répétition est un pays en insécurité, bien évidemment. Vous avez fait strate commune avec Nicolas Dupont-Aignan à l'été dernier. Vous pourriez, dans un avenir prochain, Mais je l'ai fait avec Philippe Seguin en d'autres temps. Et là, la question et monter qui une va- qui vient, coalition, comment Michael pense à, sans doute, le Front National. par exemple? Puisque quand on vous entend parler de la monnaie commune dans votre nouvelle configuration, on pense aussi aux propositions Faites de par Marine Le Pen. Non, mais permettez-moi de vous dire que c'est moi-même Qu'est-ce qu'on qui est le premier à avancer cette idée, enfin il y a déjà D'accord, mais- très longtemps, à Mais l'époque vous ont où elle pris votre était idée. partagée par M. Balladur et par M. Bérégovoy, c'est-à-dire dans les années 1900, à la fin des années 1970. Donc là, je revendique un privilège d'antériorité. Oui, mais là, Parce que vous vous défendez les mêmes idées. Mais non, je ne défends pas les mêmes idées. Quand le soleil brille à midi, le fait de le constater ne signifie pas que vous avez Non, les mais là, mêmes c'est- idées que ceux qui le Non, constatent là, avec c'est vous. pas simplement un constat, c'est une solution que vous partagez avec Marine le plan Le Pen. économique. Si vous voulez, c'est le bon sens. C'est que pour tenir compte de la diversité, de l'hétérogénéité des pays européens, il faut que la monnaie puisse fluctuer. Nous sommes dans un monde fluctuant. C'est ce qu'on appelle la globalisation, hein. Et donc, il faut trouver des marges de souplesse. Si vous voulez imposer un carcan trop rigide à l'Europe, vous avez ce que vous constatez, c'est-à-dire une stagnation économique de longue durée, une production industrielle qui décline, D'accord. qui est aujourd'hui à 15% en dessous de ce qu'elle était en France en 2008, et un chômage qui va toujours croissant. Donc, tous ceux- Alors, si on veut enfermer la vie politique dans des anathèmes, ah, vous pensez comme le Front National, Mais c'est mais gauche alors ce comme que vous droite, dites, monsieur c'est le Front Chevènement. National. Bon, tout C'est le ça, Parti ça socialiste, vide c'est la droite. complètement le débat de toute rationalité. Je pense qu'il faut au contraire revenir oui. à la Les partis qui se conception. disent républicains disent que le projet économique n'est pas viable de la part du Front National. Vous ne partagez pas cet avis? Ah, je pense qu'ils ne sont pas du tout équipés pour le mettre en œuvre. Et moi, je propose une négociation avec l'Allemagne. Je n'ai pas du tout la même vision que le Front National. Et je ne dis pas que ça peut se faire du jour au lendemain. Je pense que ça demande une certaine maturation. Mais je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller si nous voulons rendre l'Europe vivable pour ses En peuples. tous les cas, on retient quand même que vous estimez que c'est logique. Marine Le Pen a raison de vous rejoindre sur les positions que vous avez en commun. Mais, Donc vous êtes sur mais un Marine combat Le Pen commun. aurait, comme tout le monde, intérêt à me rejoindre quand j'ai raison. Hein. Mais vous aussi, vous auriez intérêt à me rejoindre. Donc je répète ma question, donc, M. Chevènement. voilà. Est-ce qu'une alliance des souverainistes, qui irait de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen et à vous-même, serait aujourd'hui envisageable? Je pense qu'elle doit aller beaucoup plus loin. Et je m'adresse également aux socialistes. Je m'adresse également aux républicains de l'autre rive, comme je l'ai fait en 2002. Je pense que les solutions... Henri Guénaud, par exemple. Je pense que les solutions, oui, que j'ai invité il n'y a pas très longtemps dans une réunion de République moderne aux côtés d'Arnaud Montebourg, eh bien, je pense qu'en effet, la solution, c'est une solution de rassemblement. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag PP3TV.